Oh là là, t'es déjà toute mouillée, j'adore. It's the music. It's the music that raises the sound. Okidoki. Imagine un univers où le futur s'est arrêté dans les années 50. Voitures chromées, pub parfaite, famille et modèle. Hollywood continue de sourire sous les projecteurs pendant que le monde est en train de crever, étranglé par le capitalisme. Bienvenue. Pendant que la planète se fissure, certains ont déjà un plan pour survivre, quitte à tout faire exploser. Un incident nucléaire serait une tragédie. Je te raconte la saison 1 de Fallout, dans un récap détaillé et vraiment explicatif. On gagne énormément d'argent quand on vend la fin du monde. Cooper Howard, ex-marine, icône d'Hollywood, joue les héros musclés des westerns, un acteur relou qui refuse obstinément d'incarner le méchant shérif. Cope, c'est un gentil, enfin, pour l'instant. Je suis vraiment obligé de le tuer? Il a une fille, Jenny, avec sa femme, Barbara. Barb est cadre de haut rang chez Voltec, une entreprise spécialisée dans les abris anti-atomiques en cas d'apocalypse nucléaire. Alors, tu es prêt à rencontrer les clients? J'espère n'a pas de ferrante. La société cherche un visage pour leur marque. Barb branche alors son mari pour le rôle. Pendant la séance photo, Coupe improvise en levant le pouce. Cette image deviendra la mascotte officielle de la marque. Eh oui, c'est moi, Cooper Howard, star de la scène et du grand écran. L'acteur enchaîne les pubs, les soirées, devient littéralement un produit Voltec. Et ça pose problème à Hollywood. Coupe se fait rejeter parce que Voltec est controversé. Pour lui ouvrir les yeux, son ami embarque Coupe dans une réunion clandestine où se retrouvent les dissidents anti-Voltec. C'est là que Coupe rencontre Madame Williams. Figurez-vous que je connais votre épouse. Et peut-être sous un jour que vous ignorez. Williams travaillait sur une technologie, la fusion froide, une source d'énergie infinie qui aurait pu changer le monde avant que Voltec ne lui rachète et enterre son projet. Williams cherche à rallier Coupe pour récupérer cette technologie. Elle lui file un kit d'espionnage pour découvrir la vérité sur sa femme et sur Voltec. Au début, Coupe refuse d'espionner Barb. Il l'aime, lui fait confiance, mais Williams a instillé le doute, alors il commence à la questionner. Son travail est essentiel, se défend Barb. Il nous garantit une place dans un abri. Finalement, Coupe finit par espionner sa femme lors d'une réunion en huis clos orchestrée par Voltec. 4 invités triés au scalpel sont là, pas des politiciens, mais les PDG des plus grosses industries du pays, les vrais patrons de l'Amérique, ceux qui fabriquent des robots, des armes, des fusées ou dirigent des laboratoires expérimentaux. Bref, ceux qui peuvent décider de ce que sera survivre après. Le but de leur réunion, collaborer et lever des fonds pour les abris. Mais dans l'engouement, Robert House soulève une question de taille. Mais vous êtes en train de nous demander d'investir des sommes considérables sur de simples conjectures. Comment garantissez-vous des résultats? Barb, jusqu'alors silencieuse, intervient. En larguant nous-mêmes une bombe sur le pays. C'est là que Coupe découvre le vrai visage de sa femme. Elle n'est pas une simple employée. Elle valide l'idée que Voltec doit déclencher la fin du monde pour assurer le succès de ses abris. Un incident nucléaire serait une tragédie, mais également une opportunité. Du temps s'est écoulé. Nous sommes en 2077. Coupe est devenue une star déchue, a joué les cow-boys dans les anniversaires pour payer sa pension alimentaire. Divorcé de Barb, c'est son week-end de garde. Puis d'un coup, le ciel s'ouvre. Une explosion nucléaire frappe Los Angeles en plein milieu de la fête. Coupe attrape Jenny, monte à cheval et galope. C'est la fin du monde tel qu'on le connaît. La Terre est devenue un terrain de chasse pour les pillards, les milices et les factions. On appelle le Wasteland tout ce qui reste dehors, une planète brûlée, toxique, sans système. En gros, tout ce qui n'est pas un abri, c'est le Wasteland. Et notre histoire commence là, en 2296. Nous sommes liés, mais après 200 ans à vivre ici, nous ne savons rien de ce qui nous attend à la surface. Bienvenue dans l'abri 33, un bunker signé Voltec, lisse, aseptisé et contrôlé. Les habitants sont infantilisés et coupés de la vérité, conditionnés à croire que tout va bien. C'est une vitrine parfaite qui masque de gros mensonges. Au milieu de ce fantasme, il y a Lucy McLean, le produit idéal de l'endoctrinement Voltec. Citoyenne obéissante et pacifique, Lucy suit les règles sans douter ni questionner. Elle pense que Voltec a protégé l'humanité. Et elle vit avec la promesse que ses enfants retourneront un jour reconstruire le monde. Un discours calibré pour donner de l'espoir et tenir les habitants bien sages. Pour l'heure, l'abri 33 joue à touche pipi entre cousins. Ça n'a rien d'une pratique sexuelle qui soit viable sur le long terme, tu le sais. Et justement, pour éviter la consanguinité, ils échangent parfois des habitants contre ressources, avec les abris frères. Ici, c'est la porte 32 qui s'ouvre pour accueillir le futur mari de Lucy. Chaude comme une baraque à frites. Okidoki. En tête du groupe, Williams, vieille de 200 ans, se présente sous l'identité de Lee Moldaver. Avec ses pillards, elle se fait passer pour leur voisin.
Elle utilise le protocole interabri comme cheval de Troie afin d'atteindre Hank. Hank McLean, superviseur et père de Lucy, les accueille. En échange de quoi, nous vous offrons un géniteur. Les festivités débutent, on se goinfre, on se fait plaisir, puis le mariage tourne à la boucherie. Mais le massacre n'est pas le but, c'est une extraction. À ce stade, personne ne comprend pourquoi Hank est la cible. Moldaver ne révèle pas encore ses motivations. Vous n'avez qu'à faire comme d'habitude, fuir et vous cacher. Après l'assaut, l'abri 33 cache la misère. Un coup de peinture, on jette les cadavres et hop, on repart comme si de rien n'était. Mais Lucy, elle, refuse de faire semblant. Elle a déjà perdu une mère. Son père vient d'être kidnappé sous ses yeux. Alors, elle supplie les habitants d'organiser une mission sauvetage. Mais ils sont trop trouillards pour accepter. Notre priorité doit demeurer la même. Assurer à tout prix la sécurité de l'abri et de ses habitants. Nous n'ouvrirons pas les portes. Déterminée, Lucy se rebelle et s'évade pour retrouver Hank. Et l'aventure commence. Où est-ce que vous l'emmenez? Dans le vrai monde. Toi aussi, tu devrais venir voir. Lucy quitte l'abri 33 rempli de courage et se prend le Wasteland en pleine face. Choc thermique, choc mental. Elle avance, naïve mais déterminée. Elle reste sur ses gardes quand même. Dehors, elle tombe sur des gens pas très civilisés. Ici, la politesse n'est pas une règle, c'est un luxe. Heureusement, elle a son Pip-Boy pour lui tenir compagnie. C'est un ordinateur bracelet pré-guerre qui fait radio. Il sert aussi de map et envoie des alertes sur les zones irradiées. Je cherche mon père, monsieur. Seule et mal préparée, elle n'a qu'un nom comme piste. Il a été enlevé par une femme du nom de Moldaver. Est-ce que vous l'avez vu? Jeune fille, vous ne devez pas rester là. Un gars lui dit d'aller fouiller à Philly, une ville caravane chaotique. C'est là où tout se passe. Là-bas, les habitants la voient arriver de loin, avec ses dents blanches et son joli uniforme bleu. Mais sa quête va prendre une autre tournure quand elle rencontre le docteur Wilzig. Je veux que t'emmènes cet homme jusqu'à ma cliente. Qui êtes-vous, monsieur? Le docteur Wilzig, c'est un scientifique de l'enclave, l'ancien gouvernement américain planqué dans des bases secrètes. Là-haut, dans une station perdue en montagne, il bosse sur des chiens pour fabriquer des armes de guerre obéissants. Dans ce système ultra cruel, tous les chiots les plus faibles sont incinérés. 4 étaient condamnés. Wilzig triche sur son poids, la sauve, l'élève en douce et finit par s'attacher. Pendant qu'il travaille pour l'enclave, Wilzig entre en possession de la fusion froide de Moldaver, rachetée par Voltec. Il reprend la technologie, la condense en un petit cœur de réacteur portatif et se l'implante dans le cou pour la voler. Le problème, c'est qu'un admin découvre son labo secret. Il déclenche l'alarme, le doc tente de l'arrêter et 4 se jettent sur l'assaillant pour protéger son maître. Wilzig sait qu'il est cuit et s'enfuit avec 4. Ce n'est pas très prudent d'allumer un feu en pleine nuit. Sur la route, le doc croise Lucy et la met en garde contre les feux nocturnes. Ils attirent les créatures mutées du Westland, comme ces cafards géants capables de croquer un humain. Après son conseil, Wilzig repart avec son toutou avant de retrouver Lucy à Philly, en plein chaos. Hier soir, un avis de recherche a été lancé par les 6 agences. Le doc est la cible de plusieurs assaillants. Ils veulent l'artefact qu'il cache dans son crâne. Au milieu de la baston, Wilzig est blessé et Lucy se retrouve chargée d'une mission. Elle décline poliment, jusqu'à ce qu'elle comprenne que la destination, c'est Moldaver. Mais qu'est-ce qu'elle vous veut, Moldaver? Elle vole les papas, cette dame! Tout compte fait, elle accepte et repart avec le doc. C'est là que tu trouveras Moldaver. Wilzig sait qu'il ne survivra pas jusqu'au bout. Alors il prend un poison et demande à Lucy de continuer avec sa tête, morte. Elle sort la tronçonneuse. Okidoki. Lucy traverse le Wasteland avec la tête de Wilzig, où elle a planqué un traceur. Elle gagne un lac toxique, vestige de Hollywood. Une créature mutante aquatique, un gulper, surgit, l'attaque et lui arrache la tête avant de disparaître sous l'eau. Elle n'a même pas le temps de la repêcher que la goule arrive, la braque et la prend en otage. C'est le gobert qui l'a avalé, hein. L'acteur d'Hollywood est devenu une goule. On se transforme notamment à cause d'une exposition prolongée aux radiations. Résultat, le corps se nécrose. La goule est quasiment immortelle, immunisée à la radioactivité, mais condamnée à lutter toute son existence contre la folie. Ouais, coupe court le risque de finir goule férale. En gros, un zombie. Pour retarder la bascule, il a besoin de fioles jaunes. Et pour se ravitailler, il troque, il bosse. C'est un chasseur de primes ultra expérimenté. Mais derrière le cow-boy, il y a un type qui tient debout depuis 2 siècles, pour une seule raison. Retrouver sa femme et sa fille. Elle, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Don Pedro fait déterrer notre ami 1 fois par an. La goule est prisonnier d'un certain Dom Pedro. Il la garde enterrée, consciente, et lui coupe des morceaux pour les revendre. Honcho et sa bande de chasseurs viennent le déterrer pour lui proposer de s'associer au contrat sur Wilzig. Mais les chasseurs se font tous doubler par la goule. Lui veut encaisser le pactole, mais tout seul. Je vais tout faire pour qu'on me réserve un bon accueil. À Philly, il récupère 4 et commence à l'utiliser comme chien pisteur pour suivre Wilzig. C'est comme ça qu'il retrouve Lucy.
Il l'utilise comme appât au Gulper pour récupérer la tête. Dans l'attaque, le sac de la goule est écrasé, et notre cow-boy perd tout son ravitaillement pour survivre. Ça devient son inquiétude principale, retrouver son sérum. Oh, je suis désolée. J'aurais dû vous laisser m'utiliser comme un pas dans un fleuve empoisonné. Coop traîne Lucy comme prisonnière. Il est cruel avec elle, se moque de ses règles d'or de fifi trop bien peignée. Progressivement, il lui montre ce qu'est le vrai monde, tuer ou se faire tuer. Il lui enseigne des leçons. Boire pour survivre, même si l'eau est irradiée. Voilà, tu commences à comprendre. Lucy essaye de s'échapper, lui arrache un doigt en se défendant. Ouais, les ghouls sont fragiles. Lui se venge et récupère un doigt tout neuf sur Lucy. Est-ce que t'aurais dû filer une aiguille? Enfin, sans état d'âme, il l'échange contre son sérum. Un stock de fioles pour 2 mois. Lucy est forcée d'entrer dans un ancien supermarché, transformé en clinique de trafic d'organes. Le robot Snip Snip l'accueille. Dans son petit cerveau de Mr. Handy médical, Lucy est d'abord une patiente à mettre en bon état avant l'opération, l'extraction d'organes. Lucy s'échappe et prend Snip Snip en otage face au boss, 2 trafiquants. Dans leur frigo, des ghouls servent de stock d'organes et de matières premières pour fabriquer les fioles jaunes. Lucy, toujours le cœur sur la main, les fait libérer sans savoir que certains ont muté. Et elle déclenche le chaos dans le supermarché. Les ghouls se retournent contre leurs ravisseurs et les dévorent. Elle en ressort vivante avec des sérums qu'elle jette à la goule, histoire, à son tour, de lui faire une leçon. Je finirai peut-être dans le même état que vous un jour, mais jamais je serai comme vous. Malgré toutes les horreurs qu'elle endure, Lucy se refuse à changer, et elle reprend sa route, libre, jusqu'à rencontrer un chevalier de la confrérie. Vous vous servez de technologie d'avant-guerre pour trouver et récupérer le même type de technologie pour vous assurer que personne d'autre n'y a accès? Bah, présenté comme ça, c'est vrai que ça a l'air bizarre. Après le chaos des bombes, un groupe de survivants émerge. En 2142, ils fondent Shady Sands, qui devient le symbole d'une nouvelle civilisation. En 2271, Maximus naît à Shady Sands, alors capitale de la Nouvelle-Californie. Ville puissante, elle commence à rivaliser avec Voltec et les mégacorpos. C'est pourquoi en 2277, ils l'attaquent. Shady Sands est détruite par une bombe nucléaire, entraînant l'effondrement de la Nouvelle-Californie. Sans capitale, plus d'autorité, plus de loi. Juste le rêve brisé d'une civilisation post-apocalypse. Maximus est un survivant de Shady Sands. Orphelin, il est récupéré par la confrérie de l'acier, formaté et élevé dans leur rang, pour servir l'armure. Ton devoir le plus sacré consiste à protéger la confrérie. La confrérie s'est formée à partir des restes de l'armée américaine. C'est un mix entre ordre semi-religieux et chevaliers en armure robot géante. Ils sont obsédés par la récupération de technologies et se voient comme les gardiens de l'humanité. En t'accueillant, nous t'avons donné un nom. La confrérie est menée par le haut Enekintus, avec ce système très féodal. Aspirant, écuyer, chevalier. Depuis petit, Max rêve d'être un chevalier. Mais pour l'instant, il joue la Cendrillon, traîné dans la boue et bizuté par ses camarades. Ça va ton nez? Dane est la seule personne qui vient le relever. On sent de la complicité, et plus si affinité. Dane est non-binaire et la confrérie est massivement masculine. Puis Dane monte les échelons, choisi pour être l'écuyer du chevalier Titus. Par peur d'aller dans le Westland, Yel s'auto-sabote. Conséquence, Max récupère la place. Sa mission? Ramener l'artefact caché dans la tête de Wilzig. C'était ici! Au service du chevalier Titus, Max est clairement son larbin. Quand ils se font attaquer par un ours mutant, le chevalier prend la fuite. C'est Max qui le sauve. Et en retour, Titus le menace. Alors Max le laisse mourir de ses blessures et lui pique son armure. Comme un gosse, l'écuyer découvre son nouveau joujou. Puis il poursuit seul la mission, récupérer l'artefact pour le rapporter à la confrérie. Il espère être pardonné de son usurpation et devenir un héros. Ici le chevalier Titus. Après quelques mésaventures, la confrérie envoie un nouvel écuyer, croyant que Max est mort. C'est là que Thaddeus le rejoint, un ancien camarade qui le bizutait. Il ne sait pas qu'il s'adresse à Max, caché dans l'armure. Ensemble, ils combattent le Gulper, récupèrent la tête, et l'aventure crée une connexion entre eux. Se sentant en confiance, Max révèle son identité, mais Thaddeus ne le prend pas bien. Réagissant au quart de tour, il lui pique la tête, ainsi que le réacteur de l'armure. Max se retrouve sans pile, bloqué sur place pendant des heures. Plus tard, des cafards viennent le grignoter, mais il est sauvé in extremis par Lucy. Je suis à la recherche de sa tête. Lucy et Max, c'est l'effet miroir. Un même problème, avec 2 uniformes différents. Alors c'est ça qu'elle vous raconte, votre confrérie? C'est toi qui as grandi dans une boîte de conserve souterraine. Pour se protéger, Max ment et continue de jouer le rôle du chevalier. Lucy lui propose un marché très concret. Elle a toujours son traceur dans la tête de Wilzig. Alors,
Elle l'aide à la récupérer et à la ramener à la confrérie. En échange, Vous m'accordez les services de 5 ou 6 de vos chevaliers pour sauver mon père. Max hésite, parce qu'il sait qu'il ne peut pas tenir cette promesse. Mais Lucy est sa meilleure chance de retrouver l'artefact. Il faut avouer que la situation est un peu tendue. De son côté, Lucy croit encore aux contes de fées. Elle accorde sa confiance trop facilement et ne voit pas le mal arriver, comme quand elle croise des drogués prêts à mentir pour les dépouiller. Mais Max leur sauve la vie. Le chevalier est blessé dans l'altercation. Lucy trouve alors un laboratoire désaffecté. Ici, il tombe entre les mains d'un abri douteux, le Vault 4. Je ne me serais jamais douté que les premiers habitants de cet abri étaient si bizarres. Je veux dire, c'est complètement différent dans le nôtre. 2 siècles plus tôt, les PDG des mégacorps ont proposé leur concept d'abri. Ça ne parle déjà plus de prévention ou de survie, mais d'opportunité. Chacun veut greffer sa technologie dans les centaines d'abris fabriqués par Vault-Tec. Répartis sur tout le territoire, les abris obéissent à des logiques différentes. Absurdes, cruelles, totalement imprévues. On ne les connaît pas tous, mais on va découvrir l'abri 4. Contrairement aux abris fermés comme le 33, le 4 accueille des survivants de la surface. À première vue, c'est un endroit paisible, comme Lucy connaît bien. Mais certains habitants ont muté. Enchanté! Je voulais vous rencontrer. De son côté, Max est soigné. Puis il découvre les joies du confort et se laisse pantoufler. Pendant ce temps, Lucy s'aventure dans la zone interdite, le niveau 12. La vérité, l'abri 4 sert de façade à des expériences. Avant, cet abri était dirigé uniquement par des scientifiques. Ils croisaient l'ADN humain avec d'autres espèces. Le but, produire des formes capables de survivre aux radiations. Et ils documentaient tout. Lucy découvre en vidéo une femme qui accouche du Gulper et qui la dévore. Au final, les cobayes se sont révoltés, conduisant à la mort des chercheurs. La créature que l'on voit dans la vidéo est en fait mon grand-oncle Peter, du côté de ma mère. Aujourd'hui, les habitants ont développé un rituel religieux pour gérer le traumatisme. Ils vouent un culte à Moldaver, la seule capable de ramener la lumière, grâce à la fusion froide. Après avoir découvert tout ça, Lucy réalise qu'on est loin de l'abri safe and clean du 33. Les habitants, eux, la jugent pour avoir violé l'interdiction du niveau 12 et la bannissent à la surface. Elle repart avec Max, qui vole leur réacteur pour refaire marcher son armure. Lucy s'interpose. Si mon père découvrait que j'avais détruit toute une communauté pour lui sauver la vie, ça lui briserait le cœur. Max rend le réacteur et avoue enfin à Lucy qu'il n'est qu'un simple écuyer. Sauver sa peau, Lucy comprend désormais. Elle l'invite même à la rejoindre dans son abri quand tout sera terminé. Tu veux aller faire un tour? Pendant ce temps, l'abri 33 continue de tourner. En l'absence du superviseur Hank, c'est le conseil qui gère l'abri. Woody, coucou Dylan, ultra strict sur les règles mais pas franchement courageux. Reg, plus conciliant mais fidèle à l'institution. Et Betty, qui domine le conseil. Et maintenant que ta sœur n'est plus là, tu es le dernier des McLean. Norman McLean est le frère de Lucy, pas très causant, pas très souriant, pas très courageux. Comment rétrograder quelqu'un qui déteste tous les postes qu'on lui a jamais confiés? Après l'assaut, il est rétrogradé pour avoir aidé Lucy. On l'envoie servir la pâtée aux pillards encore vivants, devenus prisonniers. Norm les observe, les méprise. Quand le Conseil veut intégrer les pillards dans leur civilisation, Norm s'y oppose. Sa solution? Les buter. Nous sommes tous bien d'accord que l'idée de tuer les prisonniers qui sont ici est une chose que nous ne saurions envisager. Une telle cruauté est totalement bannie des abris. Mais quelqu'un pense comme lui, Stephanie Harper. Enceinte jusqu'aux yeux, battante, elle a perdu son mari pendant l'assaut. Et un œil. La pirate blonde jette ensuite son dévolu sur Chet, qui se retrouve du jour au lendemain en couple, avec un gosse. Bon, ça va? Elle plante une graine dans la tête de Norm. Vouloir la mort des pillards? Son père aurait réagi comme lui, et elle valide. Alors, quand on découvre les prisonniers empoisonnés à la mort au rat, la question se pose. Qui a fait le coup? Harper ou Norman? Ah, encore des morts. Poussé par la curiosité, Norm embarque le cousin Chet vers l'abri 32 pour débuter l'enquête. Norm et Chet découvrent que Moldaver a ouvert la porte depuis l'extérieur grâce au Pip-Boy de Rose, sa mère décédée. Comment les pillards ont trouvé le Pip-Boy de ma mère? Les habitants de l'abri 32 étaient déjà morts avant l'arrivée des pillards. Ils se sont entretués après avoir découvert le secret des 3 abris interconnectés. Mais quel est ce secret? On dirait qu'ils se sont étranglés les uns et les autres, à main nue. Norm continue de creuser. Il découvre que tous les superviseurs des abris viennent du 31. Louche. Je vais voter pour Betty. Au même moment, les habitants sont invités à voter le remplaçant de Hank. Et c'est Betty qui est élue. Betty du 31. Tout comme Harper. Alors, Norm l'interroge sur la différence entre 31 et 33. Peut-être que la purée de pommes de terre était meilleure. Une anecdote que tous ceux du 31 répètent mot pour mot. Ça suffit pour mettre Norm en alerte. Ouais, c'est sûrement vrai. Betty décide ensuite de repeupler l'abri 32. Tout est nettoyé, ni vu ni connu, et elle organise une répartition des habitants.
Certains partent définitivement, dont Chet et Harper, elle qui devient, comme par hasard, la nouvelle chef du 32. Chaque abri a besoin d'un superviseur. Norm s'infiltre dans le bureau de Betty comme on entre au musée du Louvre. Il prend contact avec le superviseur de l'abri 31 pour le rencontrer. Là-bas, il découvre qu'il n'y a aucun habitant, à part un mini-robot. C'est le cerveau conservé de Bud Haskins, vice-président de Voltech 2 siècles plus tôt. Bud avait tout prévu. Pendant la réunion des PDG, il révèle l'arme secrète de Voltech pour dominer le monde, le temps. Le temps sera l'arme avec laquelle nous terrasserons tous nos ennemis. Dans un scénario de guerre nucléaire, ceux qui survivront au temps deviendront les dirigeants de demain. Et là, les abris prennent une autre couleur. Des employés Voltech comme Betty et Harper ont été choisis, formés, briefés, puis confinés dans l'abri 31, l'usine à cadres. Ils sont réveillés par vagues, envoyés dans les abris voisins pour les superviser, sans jamais révéler leur vraie identité. 32 et 33 servent de piscine de reproduction, des populations sélectionnées pour se croiser avec ces cadres afin de créer une nouvelle classe de managers, ceux qui vont diriger le monde d'après. C'est bien pour ça que tu es venu à la surface, n'est-ce pas? Pour retrouver ton père, bien sûr, mais aussi pour savoir pourquoi je l'ai enlevé. Dans le Wasteland, Thaddeus en fuite est blessé par l'armure de Max. Son pied est en compote. Il rencontre un médecin chelou qui lui offre une potion douteuse contre le réacteur qu'il a dérobé. Naïf, Thad la boit et guérit miraculeusement. Dans sa fuite, Thad est pisté par 4 à cause de la tête de Wilzig. Agacé, il l'enferme dans une vieille glacière de Nuka-Cola, où Cooper finira par le retrouver. C'est qui a décidé que les abris étaient interdits aux chiens? Les chiens mangent de la viande. C'est une dépense d'énergie inutile. Ouais, il a un vrai faible pour les chiens. 4 est officiellement rebaptisé Canigou. Sur sa route, Coop découvre le portrait de Moldaver et fait le lien avec Miss Williams. Son instinct de survivant le pousse à remonter sa piste, quitte à tuer des innocents. Pendant ce temps, Max et Lucy retrouvent Thaddeus. Lui a rendez-vous avec la confrérie. Sauf que twist, Thad n'est plus tout à fait lui-même. Mais pourquoi je suis encore vivant? Je me demande si t'es pas devenu une goule. En fait, il n'y a pas que les radiations. Certaines mixtures peuvent aussi provoquer la goulification. Thad est désormais résistant, mais transformé en goule. Là, l'écuyer se dit que la confrérie va le liquider. Du coup, il abandonne la tête et se casse. Allez, bye bye Thad. La confrérie à l'approche, Max improvise. Il remet la tête à Lucy et lui dit d'aller sauver son père. Les deux s'embrassent avant de se séparer. Je t'attendrai, dans l'abri 33. Enfin, Max retrouve la confrérie et tente de les duper avec une fausse tête. Échec, mais Dane le défend et lui sauve la mise. En aparté avec Cantus, Max n'a plus d'autre choix que de révéler l'emplacement de l'artefact. Conséquence, la confrérie se prépare à attaquer au QG de Moldaver, la goule s'en rapproche et Lucy arrive au bout du voyage pour sauver son père. Je vous apporte votre ami, comme vous l'avez demandé. Arrivé à l'observatoire Griffith, Moldaver révèle à Lucy que Rose, sa mère, croyant la surface habitable, a fui l'abri 33 avec elle et Norm. Elle a trouvé Shady Sands, ville alors dirigée par Moldaver. Mais Hank les a retrouvés, et le papa parfait n'est pas celui qu'elle croyait. C'est un cadre Voltech issu des cryos. L'abri 31, Hank a repris les enfants, puis a détruit la ville avec une bombe nucléaire pour protéger le plan Voltech. Ma mère, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je crois que tu le sais. Les choix de Hank ont condamné Rose. Elle est devenue une goule sauvage. Lucy, ne l'écoute pas. Depuis 2 siècles, l'objectif de Moldaver n'a pas bougé, récupérer son projet de fusion froide. Elle extrait le cœur de la tête de Wilzig, mais pour l'activer, il faut l'authentification d'un employé Voltech de haut niveau. Voilà à quoi lui sert Hank. Il faut que ton père me donne le code. Lucy! Regarde-moi! Regarde-moi! Elle brise l'image du père héroïque dans l'esprit de Lucy, jusqu'à ce que Hank soit obligé de révéler le code. Donne-lui le code, papa. La fusion froide est sur le point d'être rallumée quand la confrérie attaque l'observatoire. C'est le chaos total, tir d'énergie, explosion, tout le monde se cartonne. La goule débarque et fait son show. Pendant ce temps, Max retrouve Lucy, encore sous le choc. Il fait l'erreur de libérer Hank. Lucy refuse de partir avec son père et révèle la vérité à Max. Shady Sands, la bombe, c'était lui. Le temps que Max encaisse, Hank vole l'armure d'un chevalier mort et l'attaque, le laissant inconscient. Lucy se retourne contre son père, l'arme pointée sur lui. Tu ne vas pas me faire de mal. La goule s'en mêle, mais au lieu d'abattre Hank, il le laisse filer volontairement pour qu'il remonte jusqu'à Voltech. Il est persuadé qu'au bout de cette chaîne de monstres, il retrouvera enfin sa femme. Lucy met fin aux souffrances de sa mère et franchit son point de non-retour. Okidoki. Puis elle accepte de partir avec la goule sur les traces de Hank. Je te retrouverai. Maximus reprend connaissance peu après, au moment où Moldaver revient, gravement blessé. Elle appuie sur le dernier bouton pour enclencher la fusion froide. Regarde Los Angeles se rallumer de 1000 feux. Puis elle succombe, son objectif accompli. C'était leur chef? Brusquement, la confrérie débarque et Dane attribue la mort de Moldaver à Max,
pour qu'il soit promu chevalier. Enfin, Hank arrive devant les ruines de Las Vegas, où se déroulera la nouvelle aventure, en saison 2. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout du Wasteland avec moi. Si tu veux que ce genre de gros récap continue d'exister, appuie sur le bouton booster sur la vidéo, c'est ce qui fait vraiment la diff pour la chaîne. Passe de très bonnes fêtes de fin d'année. Petit à petit, il la retourne. Le labo est un piège, Brenner ment, il veut t'éliminer. Et il plante l'idée de l'évasion, 11 y croit, il l'aide, alors elle le sauve. Elle retire son implant qui étouffait ses pouvoirs, et 1 est libre. Quand 11 le retrouve, la pièce arc-en-ciel a perdu ses couleurs. Elle ressemble à un cauchemar.